Étienne Chouard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Vous êtes militant du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes notamment l'auteur de Notre cause commune aux éditions Max Milo. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois d'Emmanuel Macron. Je cite : « Pendant des mois, nous allons mener un nouveau grand débat permanent pour agir. » Étienne Chouard, êtes-vous satisfait de ce nouvel engagement présidentiel à résoudre la crise des Gilets jaunes ? C'est pas à l'exécutif d'organiser la mise en scène des conflits. L'exécutif devrait se voir imposer ce débat, et ce sont des institutions qui devraient l'imposer. Une vraie constitution permettrait à la population de contrôler l'exécutif et de le virer quand il n'est pas content, au lieu d'être surveillé par lui, traqué comme un troupeau. C'est de la com ridicule. Ce que fait Macron, il fait des choses bien plus graves que ça, mais... Pour vous, c'est de la poudre aux yeux, le grand débat. Complètement de la poudre aux yeux. À partir du moment où c'est organisé par le pouvoir lui-même, il n'y a aucune émancipation à attendre de ça, aucune libération de l'oppression. Si nous étions capables, si nous avions le moyen d'organiser nous-mêmes ce débat et de rendre des avis qui seraient exécutoires, qui pourraient se transformer en actes, en décisions, ce serait autre chose. Mais là, c'est un jeu de dupes, c'est du théâtre, hein. C'est une escroquerie politicienne. Mais bon, les institutions de la Ve République sont une prison politique, comme toutes les constitutions jusqu'ici, parce qu'elles sont écrites par les représentants. C'est ça le problème, c'est que les constitutions... Il faudrait que j'arrive à vous expliquer ça en pas longtemps. Une constitution, c'est un texte fondateur entre des êtres humains qui ont décidé de vivre ensemble et qui, pour ne pas subir l'arbitraire des plus forts, hisse au-dessus d'eux tous, hisse une force publique plus forte que le plus fort d'entre nous, pour que les plus forts aient quelque chose à craindre, et protéger donc toute la communauté de l'arbitraire. Cette constitution, elle va donner donc à des représentants le pouvoir d'écrire le droit, d'écrire les règles communes. Nous en avons besoin, donc c'est à la fois utile, les pouvoirs sont utiles, institués par la Constitution, mais en même temps ils sont très dangereux. Et donc ils vont être limités par la Constitution. Donc le rôle essentiel de la Constitution, ça n'est pas d'instituer les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'instituer, mais le rôle de la Constitution, c'est de limiter les pouvoirs, de les inquiéter, de les effrayer. On va revenir sur tous ces sujets, mais durant cet entretien, nous allons donc évoquer les présidentielles, la démocratie représentative, le RIC. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs et contributeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, commenter, liker, partager cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Étienne Chouard, cela fait très longtemps que nous ne vous avons pas vu dans les médias. Vous avez été blacklisté dans la sphère médiatique après avoir eu une célébrité fulgurante, on peut le dire. Tout d'abord, comment allez-vous ? Cette question, je réponds souvent que je suis vivant, je ne suis pas malade, donc sur l'essentiel, ça va, mais je suis un peu désespéré notamment de l'acquiescement d'une grande partie de la population à la bascule totalitaire que je ressens. Je ressens une hubris, une démesure dans ce que font les pouvoirs et qui se permettent de piétiner tous les grands principes, toutes les libertés. Alors, le fait que les pouvoirs abusent, c'est pas ça qui m'étonne, c'est pas ça qui m'inquiète, c'est pas ça qui me désespère, parce que je sais bien que c'est leur nature, c'est la nature des pouvoirs d'abuser. Mais ce qui me désespère un peu, je dois dire, c'est l'acquiescement d'une grande partie de la population décérébrée, hébétée par des médias. Là, vous parlez de la réélection d'Emmanuel Macron il y a un mois. Par exemple, mais il n'y a pas que ça. Hein, l'acquiescement d'une grande partie de la population ayant la tête littéralement mise à l'envers par des médias qui leur répètent tous les jours les plus extravagants mensonges et qui se mettent à y croire à force de les entendre
et qui sont d'accord pour que... Ben, je sais pas, en plus, les exemples sont interdits. On n'a pas le droit de parler de tout sur nos chaînes, sur nos réseaux sociaux, entre guillemets. Nous n'avons pas le droit d'évoquer tous les sujets. Et vous voyez, il faut que je fasse attention à ce que je prends comme exemple. C'est quand même assez significatif. Si ça se passait en Russie ou au Venezuela, qui sont les têtes de Turcs habituelles de nos médias bourgeois, ils feraient leur gorge chaude de ces événements en disant « mais c'est quand même des dictatures, mais quand c'est chez nous, ça va, il n'y a pas de problème ». Les Français ne sont-ils pas assez matures? Est-ce que les Français sont encore des enfants, finalement? Mais nous sommes en tout cas traités comme des enfants. Je ne pense pas... Enfin, oui, on peut l'être à une époque. Moi, j'étais un enfant jusqu'à 45 ans, 50 ans. Je votais socialiste et je croyais voter à gauche. C'est pour vous dire comme j'étais un petit enfant, quoi. Je croyais au Père Noël, quoi. Je votais à l'extrême droite, je ne le savais pas. Extrême droite, c'est-à-dire extrême, vous savez, quand on dit extrême, c'est comme une injure, quand personne ne dit de soi-même qu'il est extrême. Quand quelqu'un dit qu'il est d'extrême quelque chose, d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est une injure. C'est pour montrer qu'il n'est pas d'accord du tout. Et quand je dis que le PS est d'extrême droite, ce que je veux dire, mais je pourrais dire de droite dure pour ne pas prêter le flanc à cette critique, mais le PS a fait tellement de mal à la classe ouvrière et aux travailleurs et au peuple, à la population qui travaille, entre le libre-échange, l'Union européenne, enfin que sais-je, la liste est longue des horreurs absolues, de la dévastation du système social-économique, que vraiment on a affaire à des ennemis du peuple. Donc, extrême, c'est au sens, mais c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est les pires ennemis du peuple. Alors, il y a peut-être pire, il y a une forte compétition chez les ennemis du peuple. Mais bon, en tout cas, j'étais un enfant, et puis c'est pas pour la vie d'être un enfant, on se réveille et puis on devient un grand. En tout cas, on grandit. Mais là, nous sommes traités comme des enfants, même quand on est des adultes. Ce qu'on appelle fallacieusement la démocratie représentative, qui est un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, une impossibilité. Peut-être j'exagère quand je dis une impossibilité, parce que si nous écrivions nous-mêmes les règles de la représentation, je pense que nous serions capables de mettre en place un système représentatif qui mériterait le nom de démocratie, parce que c'est nous qui avons écrit les règles, parce que c'est la population elle-même qui a établi les règles. Ce n'est pas les représentants, ce n'est pas les élus, ce seraient les électeurs qui auraient décidé la façon dont ils veulent élire. Et ça mériterait peut-être, probablement, le nom de démocratie représentative. Si c'est un oxymore, si démocratie représentative est un oxymore, une escroquerie parlementaire, c'est parce que ce sont les parlementaires eux-mêmes qui ont écrit les règles, alors qu'ils devraient les craindre. Dans une constitution, les représentants devraient craindre la constitution et pas l'écrire. Vous comprenez ça? C'est super important. Je parle vite parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je viens de dire là, c'est le cœur de ma bagarre. Je me bagarre contre les politiciens qui prétendent écrire la Constitution. Ok, admettons qu'on ait besoin de politiciens. Donc pour quel politicien avez-vous voté au premier tour de l'élection présidentielle? Je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça, parce que les gens ensuite vont déformer, vont tourner ça dans tous les sens, et sans me laisser la possibilité de me défendre, ça va devenir une caricature. Je l'ai écrit sur le net, et donc je vous laisse aller le lire, parce que en même temps que je le dis, j'explique pourquoi. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est pourquoi je suis allé élire alors que je dis tant de mal de l'élection. Je pense que l'élection est une escroquerie, c'est antidémocratique. Elle est profondément, ontologiquement, ça veut dire dans son être même, l'élection est antidémocratique. Mais vous avez quand même voté. Et je vais quand même voter parce que je ne suis pas fou. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est un mal. L'élection est un mal. En tout cas, l'élection écrite, régie par les élus. Je répète que si c'était les électeurs qui écrivaient les règles de l'élection serait moins problématique. Mais l'élection instituée par les élus est une catastrophe absolue. Enfin, c'est vraiment un mal chimiquement pur. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien? C'est pas qu'il sert à rien, c'est plus grave que ça. Il génère une dépossession politique. Il nous traite comme des enfants, il nous conduit, et en l'appelant démocratie, ce qui est quand même se foutre du monde, alors totalement, parce que démocratie, c'est un régime
pouvez discutailler, on discute sans fin sur la démocratie, sur le mot démocratie, parce qu'il y a des tas d'antidémocrates qui prétendent défendre la démocratie alors qu'ils la combattent. Et donc, il y a toute une bande d'escrocs qui discutent sur la démocratie, en parlant de démocratie représentative, etc. La démocratie, c'est un régime dans lequel le démos a le kratos. C'est quand même pas compliqué. La démocratie, ça a une étymologie grecque. Le démos, c'est la population. Le kratos, c'est le pouvoir de décider, c'est la souveraineté. Donc la démocratie, c'est un régime dans lequel la population décide elle-même de son destin. On n'est pas obligé d'être démocrate, hein, vous pouvez être autre chose si vous voulez, mais si vous préférez un régime dans lequel ce sont des représentants qui décident à la place de la population, si vous prétendez être démocrate, vous foutez du monde, quoi. Vous êtes légitime à préférer que ce soit des représentants qui décident. Même un tyran, si vous voulez, vous êtes légitime à vouloir, parce que nous sommes légitimes à penser. Donc moi, je ne suis pas d'accord, mais ça va faire de belles discussions. Hein. Par contre, vous ne pouvez pas, si vous appelez votre position démocratique, vous vous foutez du monde, parce que il n'y a pas 36 définitions. Hein, et si on essaye de cibler à l'os précisément quelle est la procédure qui nous permettrait aujourd'hui de pouvoir dire « Ok, ça c'est une démocratie », c'est probablement le RIC qui est la plus simple et la plus performante. Même dans un système antidémocratique comme le nôtre, qui a été pensé comme antidémocratique depuis la Révolution française, hein, depuis 1789, en France, hein, et puis 1776 aux États-Unis, et puis même au siècle précédent en Angleterre, tous les régimes représentatifs ont été pensés comme, non pas adémocratiques, mais antidémocratiques, pour tenir le peuple à l'écart de toutes les décisions politiques. Dans ces régimes, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et je pense que même en regardant les institutions actuelles qui sont antidémocratiques, si on y mettait à l'intérieur un vrai RIC, référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, digne de ce nom, donc en toute matière, donc y compris constituante, on changerait tout, absolument tout, du tout au tout. Et c'est pour ça que je peux vous prédire, je ne suis pas devin, hein, pas plus que vous, mais je peux vous prédire, je peux engager ma responsabilité sur la prédiction que jamais les élus ne vous donneront un vrai RIC. Si vous cherchez, vous verrez toujours une faille, parce qu'ils ont un conflit d'intérêts, même si c'est des gens bien. Parce qu'il existe déjà le RIP, non. C'est ça? Oui, non, mais ça c'est un référendum d'initiative populaire. Partagé, pardon. D'abord, il n'est pas partagé, il est parlementaire. L'article 11 dont vous parlez donne l'initiative aux parlementaires, donc pas populaire, ce n'est pas la population qui a l'initiative. Et le rôle de la population dans cette procédure vient en accompagnement, mais sans avoir l'initiative. Donc vous voyez l'escroquerie qui consiste à dire c'est l'initiative partagée, ça veut dire que chacun pourrait, chacun de son côté, avoir l'initiative. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et vous avez là une illustration parfaite de ce que je vous disais. Les élus sont pas foutus d'écrire le RIC. Ils le veulent pas. Ils préféraient mourir. Ils feront tout passer avant. Ils vous donneront tout avant de vous donner ça, parce que s'ils vous donnent le RIC, un vrai RIC, ils vous donnent la souveraineté, le droit de décider, mais c'est comme s'ils se faisaient harakiri. Ils nous ont volé le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir pour eux depuis 200 ans. C'est pas pour nous le rendre. Ils nous le rendront jamais. Ça va être à nous de l'écrire et de le prendre. Mais c'est pas, ça fait pas peur, ça. Hein. Un adolescent a obéi toute sa vie à ses parents, et c'est pas pour autant qu'il va rester soumis à ses parents toute sa vie. Il va se passer un moment où il va devenir libre. Et il va pas demander à ses parents, est-ce que je peux devenir libre, papa, maman? Non, pas du tout. Le jour où il va le décider, il va le devenir. Justement. Et ben nous, c'est pareil. Justement, c'est pareil. Vous avez refusé de dire pour qui vous avez voté, donc au présidentiel. Je refuse, moi je le dis à qui veut, mais si tu veux, tu as compris pourquoi je dis non. Bien c'est sûr. Parce que après ça, je mais certains candidats à la présidentielle, torrent de calomnie et de. Bien sûr. Mais certains candidats à la présidentielle avaient repris à leur compte donc la proposition du RIC. Oui, justement, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Jean Lassalle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à cette occasion, quelle était la meilleure proposition? Moi, la version que je préfère, c'est celle de la France Insoumise, mais avec une faiblesse énorme. Hein. La France Insoumise avait proposé
c'était remarquable, donc une proposition de loi constitutionnelle, avec le référendum, le RIC législatif, pour imposer une loi à nos représentants, quand nos représentants ne veulent pas nous donner une loi. Ça leur fait mal au sein, ils ne veulent pas. Et nous, on le veut, une réforme sur la retraite ou une réforme, nous voudrions rétablir l'indexation des salaires et de toutes les pensions et de tous les contrats. On voudrait rétablir l'indexation de tous les contrats et de tous les salaires, de tous les revenus sur les prix, ce qui a été détruit par les soi-disant socialistes. Nous voudrions la rétablir. Les élus ne veulent pas. Par RIC législatif, nous pourrions imposer l'indexation, c'est-à-dire le fait de gommer pour nous, les travailleurs, de gommer l'inflation. Voilà, l'inflation, ce serait un problème pour les rentiers, pour ceux qui vivent de leur rente. Alors oui, là, pour eux, l'inflation, c'est un problème. Mais pour nous, les travailleurs, si nos salaires sont indexés, quand il y a 5% d'inflation, eh ben, les salaires doivent être augmentés mécaniquement, tous les 6 mois, par exemple, doivent être augmentés d'autant, obligatoirement. Eh ben, l'inflation est devenue beaucoup moins problématique. Donc, RIC législatif, nous pourrions imposer une loi aux parlementaires qui ne veulent pas nous la donner. Et ça, c'est présent dans le RIC de la France insoumise. Donc, c'est bien. Le RIC abrogatoire permet d'abroger une loi dont nous ne voulons pas. Par exemple, la loi qui décrète l'urgence. Pour une raison X ou Y, l'exécutif se permet de mettre en place une loi qui lui donne tous les pouvoirs sans qu'on n'ait plus aucun moyen de lui résister. Ben, par RIC abrogatoire, nous pourrions poser la question, une poignée d'entre nous pourrait poser la question à toute la population, et si la population dit « mais c'est vrai, il faut abroger cette loi », eh bien nous l'abrogerions nous-mêmes. Donc c'est bien, et ça, ce RIC abrogatoire, il est dans la proposition de la France insoumise. Cocagne, super. Il y a aussi dans la proposition de la France insoumise, il y a aussi le RIC révocatoire, qui permet de virer quelqu'un dont on n'est pas content. Prenez n'importe quel élu, n'importe quel même haut fonctionnaire dont vous n'êtes pas content, vous avez l'impression qu'il a trahi, qu'il a menti, qu'il a volé, vous avez l'impression qu'il a été indigne de sa fonction. La population, de sa propre initiative, peut décider de le virer. C'est quand même pas aberrant, quoi. Hein. Je veux dire, tous les libéraux qui disent tant de mal de la gauche, là, devraient être tout à fait pour cette mesure, ça permet en fait d'être souverain. Mais le problème avec la proposition de la France insoumise, c'est que le 4e RIC, qui est le plus important de mon point de vue, qui est le RIC constituant, qui devrait normalement nous permettre de proposer permettre à une poignée d'entre nous de proposer une modification, un nouvel article dans la Constitution. Et la population pourrait dire, oui, c'est une bonne idée, cet article, c'est une bonne idée. Par exemple, on écrirait dans la Constitution, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, hein, ça fait 15 ans que je fais des ateliers constituants, donc il y en a quand même beaucoup qui me viennent en tête rapidement, mais je vais prendre un qui est d'actualité. Pas de guerre sans référendum, premier alinéa. Donc il y a une poignée d'entre nous qui écrirait un article dans lequel le premier alinéa, et pour le proposer à la population, dans lequel le premier alinéa, ce serait... Donc c'est clair ça, pas de guerre sans référendum. Deuxièmement, tous ceux qui ont voté oui pour faire la guerre doivent aller la faire, eux-mêmes au front, pas à l'arrière, vraiment aller prendre le risque de mourir puisqu'ils veulent faire la guerre. Il faut qu'ils aillent la faire, obligatoirement. Deuxième article. Oui, mais en temps de guerre, avons-nous besoin quand même d'un chef? Oui, tout à fait, on a besoin d'un chef. On y reviendra. Vraiment, j'ai beaucoup de choses importantes à vous dire sur la guerre. Mais comprenez l'idée de ce que pourrait nous donner un référendum d'initiative citoyenne constituant. Nous pourrions écrire dans la Constitution, c'est au-dessus des lois, que c'est pas à l'exécutif de déclencher la guerre. C'est pas à l'exécutif. Surtout que c'est pas lui qui va la faire en plus. Hein. Il va nous envoyer la faire, mais lui, il va rester dans sa tour d'ivoire. Enfin, l'organisation d'un référendum, d'un RIC, prend du temps. Oui. D'accord, mais donc on pourra faire un 4e alinéa qui permettrait de faire la guerre à condition de rendre des comptes toutes les semaines et en permettant à la population de dire maintenant on arrête, peut-être qu'on réfléchira à ça. Mais comprenez ce que je veux dire. Le RIC constituant nous permettrait de redevenir les souverains en proposant un article. Je vais vous donner la suite parce que c'est des gilets jaunes. C'est avec des gilets jaunes qu'on avait trouvé cet article-là, c'était marrant. Ou c'était peut-être, non, je me trompe, parce que c'était avant les Gilets jaunes qu'on avait trouvé cet article-là. Donc, pas de guerre sans référendum. Ceux qui ont voté oui à la guerre doivent aller la faire. Et au bout de 6 mois, 3e alinéa, au bout de 6 mois,
quand ceux qui voulaient faire la guerre sont allés mourir et sont morts, tous les 6 mois, on revote, on fait voter les survivants pour voir s'ils veulent toujours la faire. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens de ne pas faire la guerre de façon automatique, parce que vous avez vu, quand la guerre a commencé en 14, ça a duré des années, personne n'arrivait à l'arrêter, on se rendait compte que c'était une boucherie, et il y avait comme une espèce de mécanique qui faisait que cette boucherie nous était imposée et que nous n'avions aucun moyen de l'arrêter. Donc c'est à nous de prévoir dans les institutions les moyens de ne pas nous laisser tirer par les cheveux dans la guerre. Vous comprenez ? Entraîner malgré notre volonté contre la guerre. Donc là, je vous donne, c'est un exemple, mais j'en ai, j'allais dire 100, mais j'en ai 20 que je peux vous sortir, tac, 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 comme ça, des changements profonds dans la Constitution que nous pourrions soumettre nous-mêmes. Oui, nous écrivons, on y réfléchit, on fait un article peut-être un peu plus fouillé que ce que je viens de vous dire là, et puis on le propose à la population. Là, et si la population, donc il y a un débat, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, et c'est super, bien sûr, c'est très... On ne fait pas voter les gens sans... On fait pas... Là, il s'agit de voter. Là, vous pensez qu'on est entraîné dans la guerre en Ukraine ? Oui. Sans le consentement des Français. Mais évidemment, mais c'est flagrant, c'est énorme. C'est énorme. Mais même la Russie est entraînée dans la guerre sans le vouloir. Bien sûr. Ça fait 30 ans qu'elle se fait agresser par des bases américaines de plus en plus nombreuses et de plus en plus proches de ses frontières. Et là, ce qui se passait en Ukraine, c'est qu'on allait lui mettre des missiles à 5 minutes de Moscou. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'ait pas réagi plus tôt. Et si vous étiez... Écoutez-moi bien, si vous étiez à la place de Poutine, c'est pas Poutine le problème. N'importe qui aurait fait la même chose. N'importe qui. Vous aussi, vous auriez fait la même chose. Si vous aviez en charge la défense de la Russie, en l'occurrence, puisque c'est le problème, et que vous aviez une armée hostile, très lourdement armée, avec des missiles nucléaires, qui s'approchent, et vous n'arrêtez pas, ça fait 30 ans que vous dites, mais il faut arrêter de vous approcher. Vous mettez en cause notre existence. Et puis, il y a un moment, ça devient limitrophe. Aucun empire n'accepte des ennemis à ses frontières. Un empire, c'est un pays puissant, qui a les moyens de se défendre. Ça n'existe pas. Un pays qui a les moyens de se défendre ne laisse pas s'installer un régime ennemi, dangereux, hostile, à ses frontières. Et donc, ce que fait Poutine, vous l'auriez fait, vous aussi. Ou si vous ne l'aviez pas fait, vous n'auriez pas été un bon président, vous n'auriez pas été un bon représentant. Donc, si tu veux, après avoir... Regardez l'image de la Russie, regardez l'image des bases américaines qui sont maintenant tout autour, tout encerclées. Dire que c'est Poutine l'agresseur, là, mais c'est une escroquerie intellectuelle. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois qu'on pousse celui qui déclenche la guerre finalement. On l'a poussé jusqu'au bout. Il faut voir comment Poincaré a poussé l'Allemagne à déclencher la guerre en 14. C'est du même tonneau, hein, ça ressemble. Il y a une façon de provoquer quelqu'un en lui faisant tellement peur qu'il y a un moment, il faut qu'il attaque parce qu'il sent qu'il va être détruit et qu'il vaut mieux, dans cette situation où tout est perdu et il n'y a plus de diplomatie possible, on l'a comme forcé à déclencher la guerre. Et alors, le fait que nous, en plus en France et dans les pays européens, nous allions nous mêler de ça en envoyant des armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine fasse la guerre. Mais Macron a déclaré la guerre et toute l'Union européenne, la folle de la Commission européenne, elle a déclaré la guerre. Et on ne l'a pas payé pour ça. Elle n'a pas les moyens constitutionnels. Elle n'a jamais, comment ça s'appelle, von der Leyen, là, elle n'a pas les moyens, et elle est dans l'usurpation absolue de ses fonctions. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait quand elle décide d'envoyer des armes à l'Ukraine. L'Ukraine qui est un repère de nazis, et pas d'hier, hein, ça fait un moment. Hein. Écoutez la dernière conférence de Daniel Croix-Ris à la librairie Tropique, pour vous rappeler un peu l'état du nationalisme ukrainien, qui est alimenté par l'Allemagne depuis toujours, on dirait, hein, en tout cas depuis un siècle. Souvenez-vous de ça, vous allez voir, c'est très hétérodoxe. Hein, on n'a pas l'habitude d'entendre Annie Lacroix-Rise, effectivement, dans les médias. Et donc, quand vous allez l'écouter, vous allez découvrir un nouveau point de vue. Et vous allez voir que ça va vous déciler, on se déniaise quand on est... Revenons à la politique française. J'étais en train de dire un truc.
il faut que je finisse parce que Quelques j'étais en train de parler. Quelques secondes. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Tu sais, j'étais en train de dire la France insoumise aurait dû, si elle avait été honnête, parce que je crois que c'est une malhonnêteté de ne pas l'avoir fait, elle aurait dû mettre le 4e référendum constituant dans sa proposition. Or, c'est pas ce qu'elle a fait. Dans la proposition de la France insoumise, il n'y a pas la possibilité donnée à la population d'écrire un article et de le proposer à la population, un article de constitution. Ce qu'il y a dans la proposition de la France insoumise, c'est la possibilité de convoquer une assemblée constituante donc, et de l'élire. Mais l'élection donne le pouvoir aux riches. Hein. Donc, si vous l'élisez, vous allez avoir la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impuissance populaire et la puissance des représentants. Vous allez avoir l'impuissance des représentés, de nous tous, et la puissance, la toute-puissance des représentants. Parce que les élus écrivent des règles pour eux-mêmes quand ils écrivent la Constitution. Et donc, c'est incroyable de mettre c'est même pas un ersatz, c'est le contraire. En fait, ce que fait la France insoumise quand elle se propose ces 4 référendums, elle nous donne 3 RIC, c'est un beau cadeau, mais en fait, mais elle garde le pouvoir de nous les retirer l'année prochaine quand ça lui chante. Quand ça lui chante, par la puissance d'une assemblée constituante élue, elle pourra détruire les RIC qu'elle nous a donnés. Étienne Chouard, est-ce que vous êtes de droite ou de gauche ? Je suis de gauche. Et c'est un vrai sujet, ça. Et moi, je trouve qu'on n'a pas... Mais quelle est votre gauche ? Qu'est-ce que veut dire Qu'est-ce que je veux dire quand je dis gauche ? Oui. Il me semble que démocrate et de gauche, c'est très proche. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est la défense, dans mon esprit, la gauche, c'est la défense des intérêts de la population contre toutes les formes de domination. Contre toutes les formes de domination. Et donc, il y a des tas de gens que je connais, que j'aime bien, qui sont des gens qu'on dit de droite, et qui ont le même problème que moi. Ils ne veulent pas de la domination, ils ne veulent pas de l'arbitraire. Et donc, je trouve que la façon dont on découpe gauche et droite aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui devrait être le critère, ce qui avait longtemps été le critère. Hein. Le mot gauche-droite est apparu pendant la Révolution française à l'Assemblée nationale pour distinguer les privilégiés du côté du roi, qui voulaient garder leurs privilèges et qui voulaient continuer à dominer la quasi-totalité de la population, dominer la totalité de la population en ne travaillant pas. Les nobles ne travaillaient pas. C'était des choix de travailler. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui contestaient cette domination et qui étaient à gauche. Et puis ensuite, ça a été complètement C'était aussi un clivage pour ou contre la mort du roi. Mais là, vous regardez le petit bout de la lorgnette, hein, parce que moi, le roi, le clivage gauche-droite continue. Oui, mais c'est un personnage conceptuel, le roi. Hein. Là, vous savez, il y a cette histoire de personnage conceptuel, c'est super important dans nos discussions entre les gens de gauche et les gens de droite. Quand je vois le mal que vous dites, parce que j'ai compris que vous êtes une chaîne plutôt de droite, j'ai pas de problème avec ça. On aime le débat d'idées. Oui, tout à fait. Puis parce qu'on est entre êtres humains et que si ça se trouve, vous avez raison sur certains points qui m'intéressent. Moi, je cherche à progresser. Et puis moi, j'ai raison sur d'autres et que vous allez découvrir. Quand vous allez voir l'idée que je me fais de la démocratie, vous allez peut-être vous dire, c'est quand même pas une idée à la con, c'est quand même peut-être pas si bête. On croyait que c'était autre chose, la démocratie, parce qu'effectivement, si vous croyez que le régime actuel, c'est la démocratie, je comprends que vous soyez antidémocrate. Moi aussi, je suis contre le système actuel. Donc, et par contre, aujourd'hui, on n'est pas en démocratie. On n'est pas en démocratie du tout, non. Vous croyez qu'on est en démocratie ? On est dans quoi, alors ? D'où vient le mot démocratie ? Ça a une racine grecque. On en a parlé tout à l'heure, non ? Le mot démocratie vient de démos et de kratos. Démos, c'est la population, et kratos, c'est le pouvoir de décider, c'est la souveraineté. Un régime démocratique est un régime dans lequel la population prend les décisions, décide de son destin, vote les lois, si elle veut avoir des lois. J'arrive à imaginer une démocratie représentative qui pourtant paraît un oxymore, une contradiction dans un terme. J'arrive à l'imaginer si le démos a écrit lui-même la façon dont il va désigner les représentants, la façon dont il va contrôler ses représentants et la façon dont il va punir les représentants quand il n'est pas content et reprendre la main quand il n'est pas content. Si la population a écrit elle-même les règles de sa représentation, j'arrive à imaginer tout à fait un système représentatif qui pourrait être qualifié de démocratique. Si aujourd'hui nous ne sommes pas en démocratie, c'est parce que les règles de la représentation
ont été écrites par les représentants au lieu d'être écrites par les représentés. Écoutez bien ça. Je le dis depuis 17 ans, hein, donc c'est une rengaine, je radote, excusez-moi, mais je dis depuis 2005, je m'en suis aperçu en fait avec la Constitution, l'anti-constitution européenne en 2005, je cherchais à comprendre, mais comment est-ce qu'on a pu écrire un texte aussi merdique? Comment est-ce qu'on a pu... Enfin, il ne faut pas que je dise de gros mots, pardon. À la maison, on se donne des claques quand on dit des gros mots, donc je fais pareil. Mais donc, je me demandais comment est-ce qu'on a pu écrire un texte aussi contraire au bien commun. Et m'est apparu en 2005 comme une évidence que c'est parce que ceux qui avaient écrit les traités, ceux qui avaient écrit cette anti-constitution européenne, n'auraient pas dû l'écrire. Ce n'était pas à eux d'écrire ça, c'était à d'autres personnes. À l'époque, je pensais qu'il fallait qu'une assemblée constituante ait été élue spécifiquement pour cette tâche en se déclarant inéligible aux institutions qu'elle était en train d'écrire. Et j'étais encore loin du but, loin d'affaire. Enfin, j'ai encore beaucoup progressé après. Je pense que j'ai longtemps pensé que l'Assemblée constituante, finalement, devait être plutôt tirée au sort, parce que l'élection allait permettre toujours aux riches de gagner. Parce que... Comme à Athènes, alors. Alors, non, pas tout à fait comme à Athènes, parce qu'à Athènes, ce n'était pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort préparaient les lois, donc ils nous aidaient, et ensuite ils venaient nous les présenter. Parmi les tirés au sort, il y a des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre, parce qu'ils avaient discuté entre eux pour préparer la loi, et ils venaient nous la présenter à l'Assemblée, et nous, à l'Assemblée, on écoutait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, il y avait une mise en scène des conflits, et nous votions, nous les citoyens, nous votions la loi. Mais ce n'était pas les tirés au sort qui votaient la loi. Donc les tirés au sort pour vous, ça, c'était la vraie démocratie? C'était une forme, non, ce n'est pas la seule, c'est une forme de démocratie qui est très intéressante. Il y a la Suisse aussi. Mais la Suisse, c'est un... Démocratie directe, apparemment. Alors, oui, mais elle est très... c'est beaucoup mieux que nous, donc je ne vais pas faire la fine bouche. Hein. Ils ont les moyens de résister, par exemple, à une dévastation de leur système de retraite. En 2010, nos représentants, enfin nos prétendus représentants, ont dévasté notre système de retraite. Et nous n'avons rien pu faire parce que nous sommes en prison politique. Notre Constitution nous empêche d'abroger des lois que nous considérons comme scélérates. Et la même année, en 2010, les représentants suisses ont essayé de faire la même chose. Alors, ce n'est pas la même mesure, mais ils ont essayé de dégrader le système des retraites aussi pour les Suisses. Et dans les semaines qui ont suivi, les Suisses, par référendum, ont invalidé, abrogé cette loi. Et en fait, ils se sont protégés. Donc, ils ont des moyens de se protéger que nous n'avons pas. Mais de là à dire que c'est une démocratie, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, avec le RIC, ils peuvent se protéger contre les plus gros mauvais coups, mais toutes les micro-félonies quotidiennes, vous ne pouvez pas vous protéger par RIC, hein, c'est pas possible. En plus, ils n'ont pas de RIC révocatoire, donc ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs élus. Ils n'ont pas le RIC en toute matière. Reparlons du clivage droite-gauche. Oui. Est-ce que, pour vous, la gauche a trahi le peuple? Je ne dirais pas ça comme ça, parce que les gens qui ont trahi le peuple se disaient de gauche, c'est à cela que vous pensez, et puis il y a plein de noms qui me viennent à l'esprit, hein, bien sûr, à commencer par Mitterrand, mais toute la clique des Mitterrandiens, toute la clique du PS, ont trahi le peuple, mais la difficulté à le comprendre vient du fait qu'on accepte d'appeler gauche des gens qui ont des politiques de droite, vous comprenez? C'est bien avant Mitterrand, hein, quelqu'un comme Thiers, Adolphe Thiers, qui, avant la Commune, donc déjà pendant la Commune, il est responsable de la semaine sanglante, c'est-à-dire de l'assassinat de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers de personnes, parce qu'il y a tous ceux qu'il a envoyés au bagne après. Enfin, c'est épouvantable, un bain de sang. Mais avant de faire ça, déjà, Adolphe Thiers avait tué tous les habitants d'une rue ouvrière, pour l'exemple, pour mater la classe ouvrière. Donc, ce gars est un assassin, un ennemi de classe, un ennemi du peuple, vraiment un criminel, un sale type. En plus, intriguant au possible, il faut lire ce qu'écrit Guillemin là-dessus. Il en a écrit des tartines, il en a expliqué des tartines. Adolphe Thiers, c'est un bon personnage conceptuel. J'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure sur le personnage conceptuel. Je vais finir ma phrase tout à l'heure, mais sur le personnage conceptuel, c'est important dans nos discussions entre les gens de gauche et de droite. Parce que il y a des figures emblématiques qui sont détestées à droite et adorées à gauche, ou l'inverse. Et en fait, quand on y réfléchit, par exemple Robespierre
habituellement détesté à droite comme un boucher, un gars ivre de pouvoir et de sang, et adoré à gauche, et admiré. Moi, je trouve admirable. Les discours de Robespierre me paraissent d'une actualité brûlante aujourd'hui, quand il décrit l'importance du fait que les gardes nationales, c'est-à-dire la force armée, la force chargée de nous défendre, doit être très contrainte, ne doit pas porter d'uniforme, les militaires ne doivent pas porter d'uniforme à l'extérieur. Oui, il fait très attention dans ce discours qui est long, mais qui est remarquable, il fait très attention à ce que la puissance, à ce que la force publique ne puisse jamais se retourner, ne soit pas incitée à se retourner contre le peuple. C'est des discours dont nous avons besoin aujourd'hui. Très, très... Donc, ce que je veux dire dans nos discussions entre les gens de gauche et de droite, c'est que nous devrions... Vous avez plusieurs discussions à la fois, là, entre vous. Oui, mais c'est important, ça. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que... mais parlons d'actualité. Arrêtons de parler de Thiers ou de Robespierre. Parlons d'actualité. Non, mais c'est super, c'est complètement d'actualité. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Allez-y. Il faut que, quand on se parle entre gens de gauche et gens de droite, il faut pour que la discussion ait lieu, sachant que la discussion a lieu, pour qu'on ne se tape pas sur la gueule. Pour que la discussion ait lieu, il faut qu'on fasse le pari, le temps du début de la discussion, que l'autre est de bonne foi, que c'est pas un salaud, que c'est pas un criminel, que c'est un être humain qui pense pas comme moi. Et comment ça se fait qu'il déteste Robespierre, alors que moi j'aime Robespierre? Et quand je me mets à sa place, je m'aperçois que, en fait, c'est un personnage conceptuel qu'il déteste. On ne sait pas exactement quelle est la réalité. Bon, il y a des faits d'histoire, on va pouvoir discuter, mais en fait, ce n'est pas ça qui compte dans nos discussions à nous. Ce qui compte, c'est la réalité aujourd'hui. Or, dans la réalité aujourd'hui, quelqu'un qui déteste Robespierre, c'est quelqu'un qui déteste le fait qu'on tue, que le pouvoir puisse tuer des gens. Et bien ça, moi, je suis d'accord. Donc, oui, c'est pas la peine de se disputer sur Robespierre alors qu'on a des personnages conceptuels différents. Moi, ce qui m'intéresse chez Robespierre, c'est la protection de l'intérêt général contre les dominants et contre l'arbitraire. Et je suis sûr que le gars de droite, il va être d'accord avec ça. Et donc, en fait, nous devrions examiner plus loyalement nos personnages conceptuels pour nous apercevoir que finalement, c'est le même personnage historique, mais vu sous des angles différents, avec, en fait, des lentilles, des lunettes de couleurs différentes qui font qu'on les juge à l'envers, mais en fait, on est d'accord là-dessus. Donc, si vous voulez... Il faudrait qu'on arrête de se disputer de façon aussi radicale, vous voyez, en disant lui il aime Robespierre, donc c'est un tyran, un buveur de sang. Mais attends, c'est déconnant. Qui est un buveur de sang aujourd'hui? Personne, ni les gens de gauche ni les gens de droite. Enfin, il n'y a pas de buveur de sang. Et donc, est-ce que ça serait pas un petit peu utopique quand même? De quoi? Le fait qu'il y ait des discussions entre gens de gauche et de droite, mais aussi le RIC. Est-ce que, soyons un petit peu réalistes, est-ce que on vous laissera faire justement le RIC? Est-ce que ces puissants dont vous parlez vous laisseront faire? Ah non, ils ne nous laisseront pas faire. Non, mais je te rappelle tout à l'heure, je t'ai dit, un adolescent ne demande pas à ses parents, donc je ne compte pas demander aux puissants le droit de m'émanciper. Ça ne va pas se passer comme ça. Les puissants ne vont pas m'émanciper. Ça ne va pas se passer comme ça. Je pense que Donc il faudra une révolution. Il faudra une révolution. Et alors, des révolutions, il y en a. C'est l'histoire des hommes. L'histoire des hommes, c'est l'histoire des insurrections. Il y en a tout le temps, partout. Des insurrections. Mais elle peut se faire dans le sang aussi. Et alors, vous croyez du sang? Il y en a déjà plein aujourd'hui. Il y a du sang déjà plein aujourd'hui, tout le temps. Le complexe militaro-industriel, pour fourguer ses munitions, pour fourguer ses armes, est en train de nous jeter dans la guerre en Ukraine, alors qu'eux n'y sont pas. Hein. Mais par contre, ils sont en train de détruire toutes leurs armes qui vont reconstruire, ils vont se faire des fortunes. Donc le sang, il coule là. Vous êtes en train, je ne sais pas, vous avez l'air de dire, vous parlez de la révolution, donc vous parlez le sang, vous appelez à la révolution sanglante, vous êtes un buveur de sang. Vous êtes en train de me dire que je suis un buveur de sang parce que je parle de révolution. C'est une blague. C'est pas sérieux. Oui, il va y avoir des insurrections. Non, je vous pose juste des questions naïves. Oui, mais je la vois venir à chaque fois, vous comprenez. Quand on nous dit, mais comment allez-vous faire? Les puissants vont pas accepter, donc il va falloir leur tordre le bras, donc ils vont se défendre violemment, donc nous-mêmes, nous allons être obligés d'être violents. Bon, peut-être. Je peux pas prédire si la révolution sera sanglante ou pas. Il me semble que si on fait comme je le suggère, ce sera beaucoup moins violent et beaucoup moins sanglant que tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Comment on fait? Ce que je cherche à faire, c'est à transformer notre corps social. Je vois notre corps social comme un organisme vivant.
où chacun d'entre nous serait comme une cellule et nous travaillons pour un corps social qui nous dépasse. Et ce que j'espère, ce à quoi je travaille, c'est à ce qu'une très grande partie, voire la totalité, j'espère, ce serait bien que ce soit la totalité des membres du corps social, deviennent constituants, deviennent sensibles à l'idée que si on veut que les choses changent, il faut que nous devenions capables d'instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. Tout à l'heure, vous avez cité le titre de mon bouquin, c'est un petit livre, qui s'appelle « Notre cause commune ». Je prétends qu'entre les gens de gauche, de droite, et les gens qui sont ni de gauche ni de droite, qui votent plus depuis longtemps, je pense que tous les êtres humains, nous avons une cause commune. Et il y a un sous-titre, cette cause commune, c'est instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. Instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque. Et je pense que si nous nous passons le mot entre nous et que nous arrivons à nous convaincre les uns les autres que quand même ça c'est vrai, c'est une bonne idée. Un peu comme une bonne idée qui avait bien marché, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Vous vous souvenez de ce message-là ? « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un gars c'est encore un personnage conceptuel qui s'appelle Jésus. Pas conceptuel selon vous, mais... Oui, mais... Non, mais... Un personnage conceptuel, je ne dis pas qu'il n'a pas existé. Je dis que c'est une vue de l'esprit qui nous permet de discuter, qui permet de cristalliser des idées et de mieux nous parler entre nous. Vous comprenez ça ? Ce qu'il a été physiquement, réellement, en fait, a peut-être eu lieu, peut-être pas, mais ça n'a aucune importance. Le personnage conceptuel nous permet de penser ensemble. Vous comprenez ? Je ne suis pas en train de nier quelque chose à quoi certains croient. Ce n'est pas du tout ça mon sujet. Quand je parle de personnage conceptuel, je parle de simplification de ce que nous pensons pour nous aider à en voir les avantages, les inconvénients et pour décider. Et tu m'as fait perdre le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant ? On revient à ma question initiale sur la trahison du peuple par la gauche. Je vous parlais justement de la défense des minorités. Est-ce qu'on est passé de la lutte des classes à la lutte des races, selon vous ? Oui, c'est une escroquerie. Enfin, ça ne correspond pas du tout. Pour vous, la défense des minorités, c'est une escroquerie ? Ben c'est important de défendre les minorités, mais en faire le clivage entre la gauche et la droite, c'est une connerie. Je pense. Enfin, je pense que c'est une connerie. C'est une erreur pour ceux qui pensent qu'il faut le faire et ils le pensent sincèrement. Et c'est une escroquerie pour ceux qui sont bien contents que les gens se disputent sur le racisme ou sur le féminisme et qui se battent plus sur l'oppression de classe. Je pense que c'est le clivage entre gauche et droite, il devrait être sur la lutte des classes, il devrait être sur les dominants et les dominés. Il y a le camp des dominants, qui était la droite à l'époque de la Révolution française, qui étaient des dominants privilégiés, et puis il y a le clan des dominés qui veulent s'émanciper, qui veulent s'arracher de cette domination, et qui méritent, et qui s'appelait gauche. Et je trouve que ce clivage-là, il est donc la lutte des classes, il est encore d'actualité. Et quand on l'a transformé en lutte des races ou lutte des genres, on l'a dévoyé, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive plus à savoir qui est de droite et qui est de gauche. Ben justement, Marine Le Pen capte le vote populaire, actuellement, au détriment de la gauche. Oui, bon, bien sûr, le Parti communiste a complètement abandonné les classes populaires avec Robert Hue, quand il a... Qui a appelé à voter Macron, juste. Non, mais bien avant. Non, mais c'est bien plus vieux que ça, c'est dans les années 90. Quand Robert Hue... Donc c'était bien avant Macron. Quand Robert Hue le Parti communiste décline depuis la Deuxième Guerre mondiale. Décline progressivement, mais à un point tel qu'il y avait un risque pour Hue et le Parti communiste de ne plus avoir de députés à l'Assemblée. Pour avoir des députés à l'Assemblée, il a passé un pacte avec le diable, qui était le Parti socialiste. Le Parti socialiste lui dit « Ok, on va vous réserver des circonscriptions, vous allez avoir des élus, mais il ne faut plus vous battre contre l'Union européenne. Il faut vous battre pour une autre Europe. Mais vous arrêtez de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. » Et Robert Hue a accepté ça. Or, l'Union européenne, j'étais en train de vous le dire, mais c'est dommage, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout quand même. La Constitution française, c'est une première prison dans laquelle nous sommes depuis 200 ans. Parce que la quatrième et la troisième, c'était pareil. C'était une prison politique dans laquelle nous ne pouvons rien faire. Il y a un mur d'enceinte. Et puis,
Les dominants ont considéré que c'était encore insuffisant comme infantilisation des populations, il fallait aller plus loin, et les dominants ont fabriqué un deuxième mur d'enceinte qui s'appelle la Constitution européenne. Donc c'est une autre prison, encore plus redoutable, encore plus inaccessible, encore plus intangible pour nous. On peut vraiment rien y changer, et c'est un deuxième mur d'enceinte, nous sommes dans une deuxième prison. Le fait que le Parti communiste ait décidé de plus se battre pour notre évasion de cette prison, a été sensible. Enfin, des tas de gens y ont été sensibles et ont dit, mais donc on arrête de voter pour ces gens-là qui ne nous défendent plus, parce que l'Union européenne, elle est anticommuniste, mais avec une force rabique. C'est enragé. C'est Madeleine qui disait l'Union européenne, c'est une assurance vie contre toute forme de socialisme. L'Union européenne est un projet antisocial, antidémocratique, antisocial, anticommuniste. Et donc Robert Hue, il nous a trahis depuis ce moment-là. Hein. Donc pourquoi j'étais parti sur Robert Hue, je l'ai oublié. Je vous parlais justement de la lutte des races. Et donc vous disiez que Le Pen avait capté l'électorat populaire. L'électorat ouvrier populaire. Donc la population a, pour se défendre, une offre politicienne où il n'y a pratiquement que des partisans de l'Union européenne. Or, les partisans de l'Union européenne, il apparaît de plus en plus clairement que ce sont donc des faux représentants. Donc, des gens qui... On ne peut pas à la fois dire « je défends le peuple » et « je veux rester dans l'Union européenne ». Quand on connaît les institutions européennes, on sait que c'est une escroquerie, quoi. Hein. L'Union européenne, c'est un carcan qui nous impose le libre-échange. Ça veut dire le chômage, ça veut dire la désindustrialisation, ça veut dire la destruction de la balance commerciale et donc l'endettement généralisé et la dépendance par rapport aux étrangers, à l'étranger en général. Donc le libre-échange, c'est une dinguerie imposée dans les institutions européennes. La monnaie privée, la monnaie privatisée, l'État, la puissance publique privée du pouvoir de création monétaire. Donc ça, c'est complètement aberrant. Avec l'obligation de mener une politique contre l'inflation, c'est-à-dire pour le chômage. Vous savez qu'une politique monétaire, une politique économique, ça impose de faire le choix entre chômage et inflation. De temps en temps, il peut y avoir à la fois inflation et chômage, ça ne dure jamais longtemps. En fait, quand vous vous battez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Quand vous vous battez contre le chômage, vous le payez en inflation. Donc il y a un choix de société à faire entre chômage et inflation. Un choix de société. Et les représentants, nos représentants entre guillemets, les faux représentants, font toujours le choix de l'inflation parce qu'ils font le choix des rentiers pour lesquels ils travaillent et par lesquels ils ont été élus. Hein. Et donc ils font toujours le choix de se battre contre l'inflation en le payant en chômage parce qu'ils font d'une pierre deux coups. D'une part, ils protègent leur magot en baissant l'inflation et d'autre part, ils font monter le chômage qui est un fouet, un outil de domination, un outil de chantage qui permet de garder docile la population. Les travailleurs ont peur quand il y a du chômage, ils ont peur de perdre leur boulot et ils ne revendiquent pas de meilleurs salaires, ils ne revendiquent pas de meilleures conditions de travail, ils ne revendiquent pas la baisse du temps de travail, ils ne revendiquent rien du tout parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Donc le chômage, c'est un outil de chantage, de maître chanteur, et qui est pensé comme ça, qui est voulu. Et l'Union européenne impose le chômage de masse. L'Union européenne impose le chômage de masse, à la fois par le libre-échange et par la politique monétaire contre l'inflation qui se paye en chômage. Et après ça, le fait que les politiciens viennent blablater dans les micros pour dire notre priorité c'est l'emploi, c'est du foutage de gueule. Voilà, c'est absolument du foutage de gueule. Parce que ces gens-là, en défendant l'Union européenne, défendent un chômage de masse. Et ils disent que leur priorité c'est l'emploi, enfin leur priorité c'est le chômage. Donc c'est des menteurs, mais de toute façon, les élus sont des menteurs professionnels. Hein. L'élection porte au pouvoir les meilleurs menteurs. Si tu as bien menti, tu vas être élu. Et si tu mens pas, tu ne seras jamais élu. Par construction, l'élection marche comme ça. Étienne Chouard, vous vous dites de gauche, mais on vous accuse aussi de confusionnisme. Qui êtes-vous réellement ? Comment vous vous situez ? Parce qu'il est quand même assez difficile de vous cerner. Alors, confusionniste, c'est un mot... péjoratif. Oui, clairement péjoratif. Et c'est un mot, en fait, qui est inventé par des gens qui tiennent au clivage partisan. C'est des gens qui ont une vision de la politique qui est avec un clivage gauche-droite,
qui est le leur, avec d'ailleurs leurs critères pour savoir qui est de gauche, qui est de droite. On a vu tout à l'heure que c'était discutable, hein, que les critères, ils ont changé, ils ont été dévoyés, que maintenant, le clivage gauche-droite a plus autant de sens que... Enfin, c'est, tel qu'il est devenu, il est plus pertinent, je trouve. Et ces gens-là, je pense à Corcuff, Philippe Corcuff, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et j'ai vu une interview à Thinkerview de Corcuff que j'ai trouvé... C'était presque émouvant, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il peut dire de mal de moi? C'est effrayant. Je ne lui en veux pas, hein. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et dans cette interview à Thinkerview, j'ai perçu, j'ai compris en fait un peu ce qu'il voulait dire quand il veut dire confusionniste. Quand il dit confusionniste, quand il traite des gens de confusionnistes. Les rouges-bruns. Il appelle ça, oui, voilà, rouge-brun. Il appelle ça, mais je ne crois pas qu'il utilise le mot rouge-brun, lui. Rouge-brun, ça mérite une autre explication. Mais pour finir sur Corcuff, il me semble que Corcuff a peur du fascisme, moi aussi. Moi, j'ai peur du fascisme. Hein. Je me bats, toute ma vie est dévouée vraiment, corps et âme, à éviter toute forme de fascisme au sens large, hein, parce que le fascisme, c'est en Italie, c'est Mussolini. Et en fait, quand on dit fasciste, à mon avis, hein, que les gens qui parlent de fascisme en général, les gens honnêtes, hein, qui ont vraiment peur pensent à l'arbitraire, à la domination arbitraire, à la violence d'État contre les opposants politiques. Et on est, je crois, tous d'accord sur le fait que c'est haïssable, détestable. Bon, il y a certaines personnes qui prônent des systèmes autoritaires, et j'en connais, hein, des gens qui ont peur du peuple et qui préfèrent un roi, ou qui préfèrent Justement, vous parlez... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'en connais, mais ils ne veulent pas des boucheries, ils ne veulent pas l'emprisonnement et la torture des opposants politiques, vous comprenez? Donc, il ne faut pas caricaturer la pensée de celui qui n'est pas d'accord avec vous en faisant un monstre, un buveur de sang, parce que ça, c'est très rare quand même. Hein, les gens qui sont prêts à boire le sang des autres, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et donc, en fait, si on veut penser et réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il y a mieux à faire aujourd'hui, enfin, à mon avis, il vaut mieux ne pas caricaturer le point de vue des autres. Vous parlez tant aux Gilets jaunes qu'aux militants de l'Action française. Voilà. Et parce que je pars de l'a priori que nous sommes tous légitimes à opiner. Nous sommes des êtres humains, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, moi. Parce qu'il y a plein de gens à gauche qui sont racistes. Parce que quand ils ont étiqueté quelqu'un fasciste, c'est à vie. Hein. Il a été fasciste, il le sera toute sa vie. Et puis, les gens de gauche qui sont comme ça, moi je ne suis pas comme ça, mais il y a plein de gens qui sont racistes dans ce sens-là, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont étiqueté quelqu'un, ils l'enferment dans ses opinions d'un moment, ils en font sa nature, et sa nature devient haïssable au point qu'ils ne veulent plus en entendre parler, comme si c'était plus un être humain. Et justement, vous avez accusé d'être un antisémite. Exactement, par exemple. Voilà, oui, mais quand tu accuses quelqu'un, d'abord, il faut le laisser se défendre, parce que moi, je n'ai jamais rien dit qui aille dans ce sens, et là, on ne le laisse pas se défendre quand on dit ça. On dit il est antisémite, ou on dit il est raciste, ou on dit il est fasciste, et puis ça devient un sous-homme, il n'arrive plus à penser. Et ça, c'est du racisme. Enfermer quelqu'un, d'abord, enfermer quelqu'un dans ce qu'il a dit ou pensé, comme si c'était sa nature. Écoutez bien ça, comme si c'était sa nature, comme si ça ne pouvait pas changer, c'est raciste. Je ne dis pas que ceux qui font ça sont racistes, parce que moi, je ne suis pas raciste. Donc je pense que les gens qui sont capables de dire une chose pareille, ils vont changer. Ils peuvent changer. Ce n'est pas leur nature. Je ne dis pas qu'ils sont racistes. Mais je dis que ce qu'ils disent, quand ils disent de quelqu'un, celui-là, c'est un fasciste, et donc c'est à vie. Ça disqualifie tout débat. Ça disqualifie tout débat, donc ça les dispense de discuter, d'argumenter. Donc c'était très commode au passage. Hein. Une fois que tu as traité quelqu'un d'antisémite, tu l'as traité de fasciste, tu l'as traité d'extrême droite, tu n'as plus besoin de discuter, c'est des sous-hommes. Mais ça, c'est une façon de faire qui est profondément raciste, je trouve. Hein, et très caractéristique de la gauche. Alors, pas que de la gauche, parce que à droite, quand vous traitez les gens, je dis vous, hein, parce que je sens que je suis dans un milieu qui est plutôt de droite, et où j'entends souvent, mais c'est pas grave, hein, c'est pas péjoratif, hein, ne le prenez pas mal, parce que je regrette cette opposition si frontale qu'on n'arrive même plus à se parler. Quand à droite, on parle des gauchistes ou des gauchias, on a l'impression que vous enfermez vos adversaires, vous les enfermez dans leurs opinions de la même manière, comme si c'était à vie, et comme si c'était plus des interlocuteurs valables.
il me semble qu'on ne peut pas progresser si on fait ça. C'est-à-dire que si on continue à se laisser hystériser, vous voyez, on va devenir complètement fanatique, en fait. Moi, si je ne m'expose pas à la contradiction, je vais, comme mes congénères humains, comme les autres, je vais devenir fanatique. Nous devenons fanatiques quand on n'est plus contredit. On a besoin d'être contredit, c'est une hygiène. Alors, ça peut être avec bienveillance, on peut être contredit, on n'est pas obligé de s'insulter, de se faire des procès d'intention comme si on était en train de faire des mauvais plans, des plans secrets, d'ourdir on n'est juste pas d'accord. Si vous défendez l'idée qu'un roi c'est mieux, moi je peux en parler avec vous, et c'est pas parce que je vais en parler avec vous que je vais devenir royaliste. Simplement, je vais essayer de comprendre en votre fort intérieur qu'est-ce qui fait. Moi, ce qui m'intéresse avec les royalistes, et même avec les fascistes, j'en connais pas, mais des gens qui sont pour un système dur, un système où les représentants décident de tout et le peuple n'a qu'à se taire. Moi, j'ai besoin de comprendre, dans les discussions que j'ai avec eux, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas peur d'un pouvoir sans contre-pouvoir ? Parce que moi, ce qui me préoccupe avant tout, c'est que tout pouvoir a quelque chose à craindre. Il faut que tout pouvoir ait quelque chose. Mais un pouvoir de gauche comme de droite, je m'en fiche pas mal, tous les pouvoirs doivent avoir quelque chose à craindre. Et donc, dans les discussions entre les gens de gauche et de droite, moi, quand je parle avec des gens de droite, j'essaye de comprendre, mais comment ça se fait que tu n'aies pas peur ? Un roi ? Mais un roi, il va abuser. Qu'est-ce qui va l'empêcher d'abuser ? Et là, je suis étonné. Souvent, j'ai des réponses comme oui, mais le roi, d'abord, il n'a rien à gagner parce que, d'abord, on s'est débrouillé pour qu'il soit riche, donc il n'a pas besoin de gagner plus. Et puis, il y a toute une éducation. On a fait son éducation. Donc, souvent, les royalistes, c'est des gens qui sont aussi croyants, catholiques, qui ont une croyance religieuse, et qui associent beaucoup les deux, et qui font... Là encore, c'est un personnage conceptuel. Leur vision du roi, c'est quelqu'un de foncièrement vertueux. Ils le voient comme quelqu'un qui a plus de chances d'être vertueux que quelqu'un d'autre. Alors, je peux entendre ça. Et d'ailleurs, ça dédramatise le fait d'être royaliste, parce qu'ils sont quand même préoccupés du bien commun. Et ils ne sont pas fous. Ils ne veulent pas être dirigés par un dingue. Et donc, à mon avis, ils ne sont pas assez prudents, parce que, ok, si le roi est bien, si c'est un type bien, ça va super bien se passer, je peux entendre ça. Le problème, c'est que l'histoire des hommes, c'est l'histoire des tyrans, des gens qui deviennent dingues, que le pouvoir a rendu fous, et qui se mettent à déclencher guerre sur guerre, et qui deviennent fanatiques et dangereux pour le bien commun. Et donc, tu sais, il y a des discussions possibles quand même avec les royalistes, c'est évident, Et ces discussions ne sont pas possibles quand vous essentialisez la pensée de l'autre comme s'il allait toujours penser la même chose, comme si c'était sa nature, comme si c'était sa race. Et pour revenir à Corcuf, pour lui, les gens de gauche et les gens de droite, c'est des gens très différents. On dirait, par essence, qu'ils considèrent comme s'il y avait la race des gens de gauche, vraiment de gauche, pas confus, clairement de gauche. Et puis des gens de droite, clairement de droite, pas confus, vraiment de droite, et puis que tous ceux qui essayent de parler avec les uns et les autres pour essayer de comprendre, de progresser, de prendre ce qu'il y a de bon d'un côté et de l'autre, c'est des gens qui sont pas disciplinés. C'est des gens qui ne respectent pas la discipline des partis. Mais c'est le lot des démocrates. Quelqu'un qui est vraiment démocrate, il est complètement hors parti. Nous n'avons pas besoin de partis pour faire de la politique. Qu'est-ce qui fait qu'on a des partis ? C'est l'élection. C'est la procédure. C'est depuis qu'on a mis en place l'élection, donc c'est fin du XVIIIe et XIXe siècle. C'est depuis que nous avons mis en place la désignation des acteurs politiques, ceux qui vont prendre les décisions, ceux qui vont écrire la loi, on les élit. Et donc, on les élit parmi des candidats, et des candidats qu'on peut aider. Cette configuration-là, cette institution que nous avons choisie, qui nous a été imposée par les élus, c'est les élus qui ont choisi ça, cette institution de l'élection, mais elle nous incite à aider, puisque la seule façon de changer les choses, la seule façon de prendre des décisions, c'est de gagner les élections pour ensuite pouvoir décider, nous allons naturellement, c'est pas méchant, il n'y a pas de position morale là-dessus, nous allons être portés à nous regrouper, faire des partis politiques pour aider le mieux possible un candidat plutôt qu'un autre et gagner les élections. Si vous voulez, s'il y a des partis, c'est parce qu'il y a l'élection. Mais si on est démocrate et qu'on conchit, c'est Rabelais qui parlait comme ça, qu'on déteste la procédure de l'élection parce qu'elle est antidémocratique, on pense hors parti, et moi je pense à
tous les humains, et les gens qui, aujourd'hui, sont dans le clivage partisan, plutôt de droite ou plutôt de gauche, vous les mettez à discuter sur la retraite, vous allez voir qu'ils sont d'accord. Vous les mettez à discuter sur le nucléaire, vous les mettez à discuter loi par loi, vous allez vous apercevoir que les clivages partisans, ils valent pas tripette. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont une fiction qui nous caricature complètement, qui fait de nous des gens manichéens, de façon manichéenne, tout d'un camp ou tout de l'autre, alors qu'en fait, il y a des tas de sujets sur lesquels on pourrait tomber d'accord. Si nous étions en démocratie, c'est-à-dire si on nous préparait, si nos représentants, au lieu de tout voter à notre place, nous présentaient les lois, et si c'est nous qui les votions, j'imagine des représentants, c'est pas ceux qu'il y a aujourd'hui, parce que ceux qu'il y a aujourd'hui se comportent tous, même la minorité au pouvoir, même l'opposition, se comportent comme des voleurs de pouvoir. Mais j'imagine des gens qui seraient par exemple tirés au sort et qui ne voudraient pas décider à notre place. Si vous prenez n'importe qui dans la rue et que vous lui donnez le pouvoir, la plupart des gens ne veulent pas du pouvoir. Ils vont commencer par dire non. Mais si vous le mettez au Parlement, ces gens-là vont être d'accord avec l'idée de « Ok, on va faire ce qu'on peut pendant le mandat court qui nous est donné, on va faire ce qu'on peut pour leur préparer une loi, une bonne loi, une loi que nous jugeons bonne. » Et puis ensuite, c'est le peuple qui va voter. Mais ça aurait une autre gueule, ça, non ? Enfin, ça donnerait autre chose. Et tu n'aurais plus le clivage gauche-droite, tu ne le retrouverais pas. Est-ce que sur tous les sujets possibles, alors ? Sur tous les sujets possibles. Bien sûr. Même les sujets les plus importants. Mais bien sûr, mais sur tous les sujets importants. Peine de mort, euthanasie, guerre. Euthanasie, guerre, mais évidemment, avortement, tout ça, bien sûr. Et d'ailleurs, dans tous les pays où ça se règle par référendum, prenez l'Irlande, par exemple, dont on nous avait annoncé que c'était un pays très tradit, très catho, tradit. On avait peur qu'ils prennent des décisions non progressistes, et puis pas du tout. C'est les élus, donc les parlementaires qui avaient interdit l'avortement, et c'est la population par référendum qui a dit on y va, on le fait. Donc c'est la population qui a été, et pourtant la population tradie, et qui a été plus progressiste que les représentants. Justement, il faudrait vérifier là-dessus, mais je crois que la population irlandaise a été appelée plusieurs fois au cours de ces dernières années sur cette question. Et donc, alors finalement, en fait, on a fait revoter en fait, la population jusqu'à qu'on obtienne le résultat favorable. D'accord, mais parce que je ne connais pas le détail. C'est Dimitri Courant qui a fait un exposé remarquable là-dessus, assez long, j'ai oublié le détail, je n'ai pas regardé ça depuis un moment, mais Dimitri Courant, je vous recommande, c'est un jeune homme avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges sur la démocratie, qui est très savant et très, très vertueux, un jeune homme remarquable. Dimitri Courant. Je crois que c'est sa mère qui est grecque, donc il a une très grande et bonne connaissance de la démocratie athénienne. Est-ce que justement la majorité de la population a toujours raison, œuvre pour le bien général? Alors, moi je dirais ça autrement. C'est la tyrannie de la majorité. Je dirais que le souverain n'a pas tort ou raison. Le souverain décide, et puis c'est tout. Qui es-tu, toi, humain? Je ne parle pas à vous, c'est un personnage conceptuel. Je parle à tout le monde, là. Qui es-tu pour dire que le peuple a tort? De quel trône parles-tu? Sur quel siège, de quelle hauteur t'es-tu juché pour oser dire toute cette population-là, non, sur ce sujet-là, elle n'a pas le droit de décider? Justement, elle a voté Emmanuel Macron. Oui. Sauf que c'est Macron qui a compté les voix. Et que Macron et ses copains ont acheté tous les journaux du pays. Tous les journaux du pays appartiennent à 9 milliardaires. Copains de Macron. Les copains qui ont fait élire Macron. Donc ne pense pas qu'il n'y a que Macron. Je pense que c'est une erreur si ce n'est pas Macron, ce serait un autre. On s'en fout de Macron. Là encore, c'est un personnage conceptuel. Le système de domination parlementaire n'est pas composé d'un seul rouage. Il y a plusieurs rouages, dont les médias, qui nous mettent littéralement la tête à l'envers, qui arrivent à nous faire voter contre nos intérêts. Donc le RIC ne suffirait pas d'ailleurs. J'ai quelques disputes. Alors c'est des disputes très bienveillantes, parce qu'on se connaît bien, on s'aime bien. Mais les gens qui défendent le RIC, souvent, oublient de dire que dans l'écriture des règles du RIC, il faut qu'il y ait un alinéa qui va avec, il faut que ça se fasse en même temps sur les médias. Il faut reprendre les médias aux riches. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas une raison pour justifier que les plus riches se payent
l'outil de propagande qui permet de façonner l'opinion et de nous mettre littéralement la tête à l'envers, de nous conduire à voter contre nos intérêts. Il n'y a pas un argument avouable qui permette de justifier que les médias soient achetables. Il ne faut pas laisser acheter les médias. Vous ne laissez pas acheter l'air que vous respirez. Vous voulez que l'air que vous respirez soit libre, que vous voulez pouvoir le respirer librement. Nous devrions être aussi exigeants avec les médias. Les médias ne devraient pas être achetables. Il faut trouver... Alors moi, je connais deux... Mais justement, vous parlez des médias privés, là. Mais est-ce que le service public est plus vertueux? Il est complètement intoxiqué. Si vous voulez, le service public, il est... les télévisions publiques, par exemple, elles s'alimentent avec les journaux. Il n'y a plus personne qui lit les journaux, sauf les journalistes de la télé. C'est-à-dire que c'est plus la population qui lit les journaux. Les journaux ne sont plus achetés. Ils sont achetés, par contre, par les journalistes de télé qui servent de porte-voix à la presse. Et donc, si tu veux, je me mets à la place des journalistes de France Inter, comment ça s'appelle, France 2, des télés publiques, qui n'ont à lire que les journaux des milliardaires, c'est-à-dire, moi j'appelle la Pravda, l'ensemble des journaux, je l'appelle la Pravda. Pour moi, tous ces journaux, c'est les mêmes. La pluralité est factice. J'entendais ce matin Thomas Durand de France Inter qui faisait une diatribe contre la Russie encore un va-t-en-guerre qui vraiment, là, il y va au mastic et qui disait... Thomas Legrand. Thomas Legrand, oui. Comment j'ai dit? Thomas Durand. Durand, c'est Thomas Legrand. Et que j'aime bien, hein, d'habitude, vraiment. Mais là, je trouve que ça devient une déformation terrible. Hein. Il prétend que la presse, dans les pays libres, comme il dit, est pluraliste. C'est pas raisonnable. Hein. C'est pas raisonnable de dire que la presse est pluraliste. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. La presse actuelle n'est pas... Quand elle a été achetée comme on achète des voitures, par des milliardaires, on ne peut pas dire que la presse est... Et Thomas Legrand, pardon... Oui, mais le service public est... Il s'alimente par cette presse. Donc, si tu veux, il a lui aussi la tête mise à l'envers, quoi qu'il en pense. Alors, il se pense libre comme moi, bien sûr, moi aussi, je me pense libre. Mais il y a quelque chose qui leur échappe, je trouve. Alors, je ne sais pas si ça leur échappe vraiment ou s'ils mentent un petit peu, s'ils savent bien qu'il y a un problème. Mais... Donc, que proposez-vous sur les médias, alors ? Alors, j'ai deux idées, mais je suis ouvert à... C'est un chantier, moi. Hein, je réfléchis sur les institutions. Je ne viens pas dire la messe. Hein, c'est un chantier. Mais dans les ateliers constituants qu'on fait sur les médias, on a isolé pour l'instant deux façons de rétablir un vrai pluralisme. C'est... Alors, par lequel je commence? Le plus simple, c'est peut-être d'en faire des scopes. C'est-à-dire de dire aux riches, rendez les médias, vous les donnez à leurs journalistes et à leurs lecteurs. Vous partagez la propriété du média et donc son contrôle. Le contrôle du média est fait par les journalistes qui font le média et les lecteurs, les abonnés de ce média. Alors, le problème de ce truc-là, c'est que ça ne va pas changer tout de suite parce que là, les journalistes, ils ont été formatés, choisis par Lagardère ou par Bolloré. Déjà dans des écoles. Bolloré a choisi. Déjà dans des écoles et de dans journalisme. les écoles de journalistes, absolument. Donc la modification va être longue. Mais si tu veux, quand Libération est née, c'était un journal qui défendait la classe ouvrière. Et puis il a été acheté par différents acheteurs, dont Rothschild à un moment. Enfin, pourquoi une banque achète Libération? Et Libération est devenu le journal de l'oligarchie, c'est devenu le journal des riches. Et qui bave tout le temps sur les pauvres, en parlant de populistes. Tout le temps, c'est devenu un journal de riches. Il aurait fallu l'empêcher, ça, vous voyez, pour que ça reste un journal de gens normaux, un genre de travailleurs. Donc, une première façon de faire, c'est d'empêcher les riches. Bon, de toute façon, il faut empêcher les riches. Il faut que ce ne soit pas un bien marchand. Il ne faut pas que ça puisse être acheté. Ensuite, à qui on donne le pouvoir? Ça peut être une scope, sur le modèle d'une scope. Ça appartient à ceux qui le font et à ceux qui le lisent. Il y a une autre façon de faire, que je trouve bien, c'est d'en faire un service public, comme on fait avec les juges. Tu n'accepterais pas l'idée que les juges soient payés par les riches. Les riches ne seraient plus jamais condamnés à quoi que ce soit, puisqu'ils ont acheté les juges, c'est eux qui les payent. Donc, tu es d'accord, j'imagine, avec l'idée que les citoyens, dans leur constitution, disent « Nous, on veut payer les juges pour qu'ils soient indépendants. »
C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit les riches qui payent les juges. Eh bien, on ferait pareil avec les journalistes. On veut des journalistes, on ne veut pas qu'ils soient payés par les riches, donc on va les payer nous. Et alors, comment on fait ensuite pour faire qu'ils soient vraiment indépendants? Alors, pour les juges, indépendant du pouvoir aussi. Indépendant de tout. Alors, justement, indépendant des pouvoirs, indépendant des riches, indépendant de tout. Parce que sinon, ça serait une nouvelle ORTF. Exactement, oui, tout à fait. Tu imagines bien qu'avec la réflexion que j'ai sur les pouvoirs, ça ne m'est pas venu à l'idée que ce soit le gouvernement qui devienne l'employeur et le contrôleur des médias. Ce n'est pas ça que je suggère. Mais par contre, quand je dis que ça devient un service public, pour moi, ça devient un bien commun, indépendant des pouvoirs, indépendant de l'exécutif, indépendant du législatif, indépendant du judiciaire. Les journalistes deviendraient comme des fonctionnaires qui seraient sous contrôle citoyen. Il faut qu'il y ait un contrôle, quand même, Basilio. Parce que si c'est pas... il faut qu'il y ait un contrôle. Sinon, si ce pouvoir n'a aucun contre-pouvoir, il devient dangereux, comme je le dis, de tous les pouvoirs. Mais d'une façon générale, une bonne façon de se prémunir contre tous les abus de pouvoir, c'est les chambres de contrôle. Les chambres de contrôle citoyennes, tirées au sort. Tu veux te prémunir contre les abus de pouvoir de l'exécutif, eh bien l'exécutif va devoir rendre des comptes devant une chambre de citoyens tirés au sort qui sera la chambre de contrôle de l'exécutif. Tu as peur du Parlement, le Parlement peut faire des conneries, il y a un risque d'abus de pouvoir, eh bien le Parlement lui-même chacun des parlementaires va devoir rendre des comptes devant des chambres de citoyens tirés au sort qui peuvent faire 200, 300 personnes, qui sont tirées au sort, qui va être la chambre de contrôle du Parlement. Chambre de contrôle du Parlement, chambre de contrôle de l'exécutif, chambre de contrôle des juges, chambre de contrôle des médias, chambre de contrôle de la création monétaire. Donc, tu veux, ce n'est pas l'exécutif qui va contrôler la monnaie, c'est des chambres de contrôle populaires. Il y a même, dans nos ateliers constituants, on a même poussé le bouchon jusqu'à imaginer, non pas les trois pouvoirs de Montesquieu, le législatif, exécutif et judiciaire, mais le médiatique et le monétaire, parce que Montesquieu n'avait pas prévu la télé. Bon, maintenant, nous, on sait que ça existe et on sait que c'est aussi dangereux que le Parlement. Donc, il faut qu'on institue le pouvoir médiatique et qu'on le contrôle de façon citoyenne. Et puis, le pouvoir monétaire, Montesquieu ne l'avait pas prévu aussi, parce qu'il n'avait pas... La banque avait déjà commencé, les banques centrales avaient commencé à exister, mais à peine, et pas en France encore. Et donc, il n'avait pas vu le danger, mais nous, aujourd'hui, on a vu le danger des banques centrales, qui sont en fait privées. Elles ont des apparences de public, mais en fait, elles sont complètement... Elles nous ont été imposées et elles sont hors contrôle citoyen, et alors que c'est dramatique, ça, c'est absolument central. Là, je peux vous parler 8 heures de la monnaie. C'est un vrai sujet de conversation. On en reparlera peut-être une autre fois. Justement, depuis l'euro, est-ce que les Français sont moins souverains? On parle de la monnaie. Parce que, oui, mais je veux bien répondre, mais juste laisse-moi finir, parce que je te disais... Allez-y. Nous imaginons qu'il n'y ait non pas 3 pouvoirs, mais 5, et même nous imaginons que ces pouvoirs, nous arrêtons de les appeler pouvoirs, nous les appelons des fonctions, et dans notre Constitution, nous n'instituons qu'un pouvoir qui est le pouvoir populaire. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fonctions, mais à chaque fois qu'ils vont se disputer, à chaque fois qu'il va y avoir des désaccords, on va faire du peuple l'arbitre. Parce que nous, on cherche à établir une vraie démocratie. Après ça, il faut réfléchir. Comment est-ce que la population, quand elle va être l'arbitre, comment est-ce qu'elle va être correctement informée, des tenants, des aboutissants? Parce que si tu interroges les gens dans la rue sans qu'il y ait eu un débat contradictoire préalable, une mise en scène des conflits, ils vont décider n'importe comment. Ils vont répéter ce qu'ils ont entendu. L'information n'est jamais neutre. L'histoire n'est jamais neutre. Jamais neutre, oui, tout à fait. Et alors? Mais comment Mais vous appelez donc... Mais les élus non plus ne sont pas neutres, donc... Ce n'est pas une spécificité pour le référendum. Mais vous appelez à la création d'un pôle médiatique objectif pas du tout. Débat, de confrontation d'idées. Ah oui, non, c'est pas du tout pareil. Non. À mon avis, l'objectivité, c'est une vue de l'esprit. Nous avons tous des points de vue subjectifs sur les questions. Et à la Montaigne, vous devriez lire le chapitre sur l'art de la conversation de Montaigne, qui est une pure merveille. C'est vraiment... Alors, si vous le lisez, c'est une espèce de snobisme de le lire dans la langue du temps, la langue de l'époque, et en fait, on ne comprend rien. Enfin, moi, je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans les essais de Montaigne tant que c'était dans le PUF. Et quand j'ai découvert la version de Lanly, la version traduite en français moderne, mais c'est un torrent d'intelligence. Je me dis, ça y est, ça nous rend accessible. Je vous conseille de lire, c'est dans l'édition Quarto, c'est un gros bouquin, c'est les essais, mais en français normal, et ça va vous rendre sensible. Vous allez voir le chapitre sur l'art de la conversation, il est magnifique. C'est-à-dire la façon de discuter en cherchant le vrai. Et on n'est pas d'accord,
Et on se trompe. Vas-y Léo, on se trompe tous. C'est super important ce que je vous dis là. Nous nous trompons. Alors, on ne se trompe pas sur tout, mais il y a plein d'endroits où on se trompe et on ne sait pas encore qu'on se trompe. Parce que si on savait qu'on se trompe, ben on changerait. Bon, on ne sait pas encore qu'on se trompe. Mais ceux qui prétendent ne pas se tromper sont des prétentieux. Et c'est des gens dangereux. Parce qu'ils sont quoi ? Ils sont présomptueux. Ils sont complètement infatués, ils sont arrogants. Bien sûr que nous nous trompons. Et tout l'intérêt de nos discussions, c'est précisément de nous apercevoir à quel moment on se trompe, à quel endroit, et pour se corriger. Et je ne connais pas d'autre façon de progresser, que de chercher là où je me trompe, par la confrontation, la discussion. J'aimerais vous entendre d'ailleurs sur la monnaie. Donc il n'y a pas d'objectivité. Quand je parle de pôle médiatique, c'est un pôle de mise en scène des conflits. J'ai bien compris, La démocratie, c'est la mise en scène des conflits. Vous liez souvent au pouvoir du peuple, donc la souveraineté, avec la création de la monnaie. Pourquoi ? Donc ça voudrait dire que depuis l'euro, donc les Français seraient moins souverains. Oui. D'accord. Pourquoi lier donc souveraineté et monnaie ? C'était avant l'euro. En fait, c'est Pompidou qui est la bascule en France. En fait, la première grande bascule, c'est la création de la Banque de France par des banquiers, dont des banquiers suisses. Donc ça n'avait rien à voir avec le pays, France. C'était une bande d'usuriers de différents pays qui avaient aidé Bonaparte à devenir Napoléon, à devenir le patron du pays, et qui en échange ont demandé à ce qu'on leur crée une institution qui s'appelle Banque de France pour donner l'impression que c'est un organe public alors que c'est un organe privé, et qui leur permette de créer la monnaie. C'est le début, c'est une véritable catastrophe. C'est un outil qui a été tenu par 200 familles pendant un bon siècle, et qui en fait détient les vraies rênes du pouvoir. Si dans une assemblée constituante qui adviendrait un de ces jours, vous vous mettiez à mettre en place votre souveraineté politique, c'est-à-dire que vous mettez en place un vrai RIC en toute matière, vous mettez en place une vraie reddition des comptes des acteurs politiques, il faut qu'ils rendent des comptes, donc le peuple, enfin, a repris le contrôle de son destin et la main sur ses acteurs, et que vous oubliez de mettre en place sa souveraineté monétaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que le peuple va prendre une décision, ou ses représentants vont prendre une décision, il va falloir aller demander au créateur privé de la monnaie s'il est d'accord pour financer ce que vous venez de décider. Mais à ce moment-là, c'est l'usurier qui dit « oui, ça vous pouvez le faire » ou « non, ça vous pouvez pas le faire ». Mais c'est lui le souverain, c'est lui qui va décider en décidant de financer ou en décidant de ne pas financer. C'est lui qui va être le souverain. Donc il faut absolument, ça va ensemble. Dans votre geste constituant, il va falloir que vous preniez à la fois le contrôle des acteurs politiques et des acteurs monétaires. Et vraiment, il y a une réflexion qui est tout à fait insuffisante, parce que là, pour l'instant, les médias ne véhiculent que la doxa des usuriers. C'est-à-dire que si on les écoute, les médias, si vous écoutez les chroniques économiques, qui sont la chronique des puissants, la chronique des puissants, vous allez avoir l'impression que c'est très dangereux la monnaie, il faut la laisser à des spécialistes, et c'est pas circuler, il n'y a rien à voir, ne vous occupez pas de ça, c'est un problème technique qui vous dépasse, et si vous y touchez, vous allez faire des bêtises. Même l'État ne doit pas y toucher, il faut laisser ça aux usuriers, aux banques privées. Mais c'est totalement contraire à la vérité. Ce discours n'a rien à voir avec le bien commun. C'est la doxa des usuriers, ça n'est pas le bien commun. Ce que nous faisons dans nos ateliers constituants, c'est quand nous parlons de la monnaie, c'est que nous expliquons comment fonctionne la monnaie, nous expliquons que nous pourrions très bien créer la monnaie au fur et à mesure où nous en avons besoin. Nous pourrions... Alors, il ne faut pas distribuer la monnaie sans contrepartie, parce que là, effectivement, si tu distribues des milliards d'argent, comme le font les banquiers, les soi-disant experts, les soi-disant spécialistes, les soi-disant responsables que sont les banques privées, qui créent la monnaie par milliards, là, et qui vont nous valoir une inflation du feu de Dieu, ces soi-disant responsables. Si vous avez compris qu'il ne faut pas distribuer la monnaie sans contrepartie, si vous avez compris que si vous mettez quelqu'un qui est au chômage, vous le mettez au travail, donc vous lui permettez de travailler en créant des euros en même temps, vous faites augmenter deux valeurs. Bon, effectivement, vous créez des euros, mais en même temps, vous créez de la richesse. Ce n'est pas inflationniste. Ce n'est pas inflationniste parce qu'en contrepartie des euros que vous avez créés, il y a de la richesse. Et donc, vous pouvez en créer autant qu'il le faut, autant, je répète, vous pouvez en créer à gogo,
tant qu'il y a des chômeurs. Le fait de rendre la puissance publique créatrice potentiellement de la monnaie, ça nous permet de faire de la puissance publique l'employeur en dernier ressort, c'est-à-dire de venir à bout du chômage. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de ce que je vous dis là. Le fait de rendre la création monétaire aux puissances publiques, la puissance publique locale, au maire et à son conseil municipal, et au niveau national, à l'Assemblée nationale et à l'exécutif, de leur rendre la possibilité de créer la monnaie, ça va leur permettre de venir à bout du chômage. Parce que nous avons du chômage parce qu'on manque d'argent. L'argent siphonné par les riches, là. Les riches, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre le siphon de l'argent qui devrait être en circulation dans le pays et qui part dans les poches des riches. Parce que quand vous donnez 1 milliard à Arnaud, ou à un milliardaire, il ne va pas le dépenser. Écoutez bien, c'est super important ça. Quand vous donnez 1 milliard à quelqu'un qui est trop riche, quelqu'un qui a trop d'argent, il ne va pas le dépenser. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le placer. On dit placer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va le prêter. Prêter, ça veut dire qu'il faudra lui rendre. Il faudra lui rendre et avec un intérêt. Si vous tendez l'oreille, vous entendez le siphon de l'argent qui part littéralement perdu dans les poches des riches. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un qui est très riche, c'est de l'argent qui est perdu pour la société. Il va rester dans la poche des riches, il va de temps en temps vous le prêter, mais il faudra lui rendre. Et il y en a comme ça de plus en plus, et l'argent qui est disponible pour nous se met à manquer, et ça fait du chômage. On a bien compris, Étienne Chouard. Est-ce que vous auriez des conseils de lecture? On voit donc à côté, oui. Vous avez placé ce livre aux origines de la théorie du complot. Ah oui, il y a celui-là. Celui-là, il vient de sortir. Vous pouvez le remettre en place, oui. Comme ça, les auditeurs voient bien. C'est un livre qui a... Bon, il y a plein d'articles qui ont fait le point sur cette accusation, théoricien du complot. Et ce bouquin-là pousse le bouchon plus loin puisqu'il va jusqu'à... Enfin, il documente ça très soigneusement. Il donne les preuves, les traces de l'apparition de cette théorie du complot qui est apparue pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait une opposition virulente de la jeunesse américaine contre cette guerre inutile et folle. Et la CIA a inventé une espèce d'insulte qui a été relayée ensuite par les médias, qui consistait à faire de ces opposants politiques des paranoïaques, en disant qu'ils voyaient le mal partout et que finalement, il ne fallait pas les écouter parce que c'était comme des malades mentaux. Et ça continue à être aujourd'hui une manœuvre des comploteurs, une manœuvre des intrigants, une manœuvre des voleurs de pouvoir, des hommes au pouvoir qui abusent de la situation. Ça continue à être une façon de faire rhétorique, d'insulter les gens en les traitant de paranoïaques. Ça veut dire paranoïaque, ça. Quand vous dites théoricien du complot, vous traitez la personne qui est en face de vous de malade mental, de quelqu'un qui voit des complots. Votre deuxième livre. Et donc ça, c'est important de comprendre qu'il ne faut pas se laisser intimider sur l'idée de complot. Quand vous vous faites traiter de complotiste, pour moi, c'est un compliment. Complotiste, il faut arrêter, c'est comme populiste. Le populiste s'occupe du peuple, comme le pianiste s'occupe de son piano. C'est pas mal d'être populiste, et ça a longtemps été un beau mot, et c'est très récemment que les ennemis du peuple ont fait de ce mot une insulte. Mais nous, les amis du peuple, on n'a pas du tout... Enfin, on n'est pas obligé de considérer ce mot comme une insulte. Pour moi, populiste, c'est pas un gros mot. Donc, je ne confonds pas populiste avec démagogue. Deuxième livre. Mais le mot complotiste, en fait, c'est une vertu de citoyen. Un bon citoyen, un citoyen qui sert à quelque chose, qui défend le régime de liberté dans lequel il vit, il doit surveiller les complots au cas où il y en ait, et quand il en trouve, quand il en détecte, il doit les dénoncer courageusement. C'est le boulot d'un citoyen digne de ce nom d'être complotiste. Vous comprenez ça? Et rendez-vous compte, nous savons que nous ne sommes pas prêts tous à faire ce travail d'enquête et de dénonciation courageuse, et donc nous avons au XVIIIe siècle, confié à des journalistes la tâche d'être complotistes. Nous avons confié... Les journalistes, ça devrait être les complotistes
professionnels. Ça devrait être des gens qui, comme Marat, surveillaient les intrigues des pouvoirs et les dénonçaient fortement pour réveiller la population. Il se passe des complots. Et rendez-vous compte que les journalistes achetés par les plus riches sont devenus des anti-complotistes. C'est-à-dire qu'ils font le contraire de ce pourquoi ils sont payés à faire. Vous comprenez ça? Tout à fait. Alors Votre deuxième livre, alors? Ça, c'est un livre très, très important. Maurice Joly, c'est le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Ça a été écrit au 1860, quelque chose comme ça, au 19e siècle, pour décrire le Second Empire, décrire la tyrannie de Napoléon III, qui a mis en place les bases d'un État moderne de coercition, de surveillance, de répression des opposants, avec des techniques modernes d'un État totalitaire. Et c'est absolument remarquable. Machiavel représente ici l'aspirant totalitaire, le tyran qui voudrait prendre le contrôle total de la société. C'est pas juste d'avoir fait de Machiavel le porte-parole d'un affreux comme ça, parce que Machiavel n'était pas machiavélique. Quand on dit machiavélique, on fait, je pense, un mauvais procès à Machiavel. Il faut lire les autres livres que Le Prince de Machiavel, et vous verrez que, en fait, c'est un ami du peuple, Machiavel. Donc en tout cas, et Montesquieu défend les libertés. Ouais. Mais vous êtes trop pressé là. C'est moi qui suis trop long. Pardon. C'est peut-être ça. Mais bon, et Montesquieu défend les libertés publiques, une forme de démocratie, une forme de contrôle des pouvoirs. Et leur échange est absolument éclairant. C'est-à-dire que vous allez retrouver la société d'aujourd'hui, vous allez retrouver les intrigues des pouvoirs décrites avec une lucidité, une précision. C'est un livre remarquable. Troisième livre, Le débat interdit. Ouais. Et lui, c'est un livre sur le totalitarisme, parce que c'est vraiment ça moi, ça m'inquiète aujourd'hui. C'est la dérive totalitaire des pouvoirs et surtout donc c'est Ariane Biléran qui est une spécialiste de la question totalitaire, qui a énormément réfléchi là-dessus et qui a vraiment des choses très intéressantes à dire. Et Vincent Pavant, qui est un mathématicien remarquable, qui explique en détail l'imposture de la prétention scientiste de certains scientifiques à prendre des décisions politiques sur la base de modèles mathématiques qui sont littéralement extravagants. C'est des modèles mathématiques qui n'ont vraiment pas de bon sens, et prendre des décisions politiques, normalement, c'est le résultat de délibérations démocratiques, avec des conflits, la mise en scène des conflits, et remplacer la prise de décision politique par des prises de décision scientifiques, donc la gouvernance par les nombres. Lire le bouquin de Alain Suppiot, Le gouvernance par les nombres, c'est un formidable bouquin et formidable conférence. Faire ça, c'est absolument totalitaire. C'est-à-dire que c'est anti-politique, c'est bien sûr antidémocratique, mais c'est terrifiant, quoi, hein, l'aspiration de nos gouvernants aujourd'hui à diriger par les experts sur le fondement de modèles mathématiques. C'est quelque chose dont nous avons tout à craindre, et il faut que nous y travaillions, parce que un homme averti en vaut deux. Si on laisse faire ça sans se défendre, je pense que nos enfants auront beaucoup de mal à en sortir. On passe désormais à la partie consacrée aux questions de nos auditeurs. Elles sont très nombreuses, aussi bien sur Instagram que Telegram. Donc, première question de Spartacus. Avez-vous conscience que la démocratie est un socle culturel, un logiciel de pensée européenne ? Est-ce qu'il est incompréhensible, non assimilable et même antinomique avec des gens d'une autre civilisation ? Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. La démocratie ferait partie d'un socle européen. C'est ça. Et ne serait pas partagée par les autres peuples du monde ? Justement. C'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Je pense que la plupart des sociétés dans le monde... La société dans laquelle nous vivons n'est qu'une seconde dans l'histoire du monde. Si vous prenez l'histoire du monde depuis Cro-Magnon, nous avons vécu, nos parents ont vécu beaucoup plus souvent en régime démocratique
que nous n'avons vécu, nous, en régime oligarchique, plutocratique. Les riches ont pris le pouvoir depuis 200 ans. Pour nous, c'est toute notre vie. Donc, on a l'impression que c'est partout, tout le temps. Mais dans l'histoire du monde, c'est très peu de choses, en fait. Toutes les sociétés qu'on dit primitives, comme les sociétés amérindiennes, chez les Indiens d'Amérique, les décisions étaient prises à l'unanimité. Donc là, je ne vous parle pas d'Europe, je vous parle de l'Amérique. Les Indiens d'Amérique prenaient leurs décisions à l'unanimité. Un Indien n'imaginait pas de donner un ordre et n'imaginait pas d'en recevoir. Et si dans la tribu, il était question, tout le monde était d'accord pour changer la coutume. S'il y a un Indien qui n'est pas d'accord, un Indien de la tribu qui n'est pas d'accord pour changer la coutume, on ne change pas la coutume. On le respecte tellement, celui-là. On est tous d'accord, on est presque à l'unanimité, donc c'est une ultra-majorité. Mais il y en a un qui n'est pas d'accord, on ne prend pas la décision. C'est démocratique ou pas démocratique? C'est ultra-démocratique. Et ça, c'est des milliers d'années. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a plein de sociétés qui ont vécu... Dans les villages de l'Ancien Régime, dans les villages médiévaux, les villages d'Ancien Régime en France et en Europe, on votait les lois à main levée. Donc le seigneur décidait pour quelques impôts, il décidait pour prendre des hommes quand il avait besoin d'aller faire la guerre, encore qu'il fallait souvent demander, et ça posait un problème d'ailleurs pour aller faire la guerre, c'est que les gens n'étaient pas d'accord. Mais les gens votaient leurs lois pour tous les communs, pour l'eau, la terre, avec la rotation des terres, avec l'attribution des terres au sort. On te donne 3 terres, à chaque famille on donne 3 terres, une terre fertile, une terre difficile, une terre bien placée, une terre mal placée. On donne des terres différentes, un peu de chaque type, et ça change tous les ans. Vous étiez au courant de ça? David Graeber, il faut lire David Graeber, qui explique le fait que la démocratie, en fait, il n'y a pas que la démocratie athénienne qui a existé. Il y a plein de régimes démocratiques qui ont eu lieu sur Terre, et partout sur Terre, pas du tout seulement en Europe. Je pense que c'est une erreur de rattacher l'idée démocratique uniquement à l'Europe. Je pense que les humains aspirent, tu vois, les êtres humains, je ne parle pas de l'Europe, les êtres humains aspirent à... L'être de nature est démocratique. Il aspire à co-décider de son destin. J'ai une autre question de Lamotte de Loup. À quand un engagement politique? Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je pense qu'il veut dire dans les partis politiques. Politicien, c'est pas demain la veille. Non, mais je distingue politique. Moi, j'y suis depuis 15 ans, 17 ans. Donc, je me suis réveillé et je pense que ce que je fais est très foncièrement politique au meilleur sens du terme. Politicien, je risque pas. Je m'en garderai bien. Si vous voulez, il y a une phrase d'Alain-Émile Chartier, le philosophe, qui dit quelque chose de très important, je trouve, dans un gouvernement représentatif. Là. Il dit le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres et de seulement vouloir se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Parce que les gens bien, le trait le plus visible de l'homme juste, parce que les gens bien ne veulent pas gouverner et qu'on donne aujourd'hui le pouvoir à ceux qui le veulent par la procédure terrible de l'élection, les pires gouverneront. Ça n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas éternellement, nous ne serons pas éternellement soumis à cette procédure de l'élection. Je n'ai pas eu le temps de parler du tirage au sort, mais vous trouverez plein de conférences où j'en parle. Et vraiment, pour me faire plaisir, ne jetez pas cette idée trop vite, donnez-lui un peu de crédit, allez bosser un petit peu, regardez 1 ou 2 conférences que j'ai faites sur le tirage au sort, vous allez voir, c'est le meilleur antidote que je connaisse contre l'oligarchie et la plutocratie. L'élection donne le pouvoir aux riches, l'élection est le cœur, c'est la procédure qui a permis aux marchands d'écrire les lois de la marchandise, les lois des marchands, qu'on appelle le capitalisme. On devrait appeler ça le crapulisme, mais faites le lien avec l'élection. J'ai une 3e question de Paul. Comment voyez-vous l'avenir du pays? Que pensez-vous du Frexit? Le Frexit me paraît indispensable, mais de très loin, quoi. Nous devrions sortir de l'Union européenne sans aucune hésitation. Et j'ai pour ça une 20aine d'arguments dont chacun de ces 20 arguments suffirait à dire « Ok, ça va, c'est vrai. » On ne va pas tous les aborder. Bah oui, 4e question, l'idéologie woke et l'écriture inclusive. Qu'en pensez-vous? Effrayant. C'est effrayant. Ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est une machine à nous décérébrer.
une machine à nous hystériser, à nous jeter les uns contre les autres. Je ne comprends pas que ça ait tant de succès. Enfin, si, je vois bien que c'est des... Mais en fait, vous savez, je vois quand même... Voilà, ça c'est un complot. Hein. Il y a une série d'intrigues, de manigances de la part de gens qui sont très riches et qui cherchent simplement à protéger le système de domination. Hein. Une série de complots qui consiste à financer des gens très énervés qui nous jettent les uns contre les autres, qui est très contraire au bien commun et qui mérite d'être dénoncés. Donc il faudra arriver à trouver qui sont ces personnes qui financent, qui donnent de l'argent à ces fanatiques. Mais nous nous laissons hystériser, hein. Nous nous laissons énerver les uns contre les autres, en camp, mettre chacun dans des camps, chacun dans des genres, chacun dans des... et avec interdiction d'aller parler aux autres. Il ne faut pas se laisser faire. Hein. Il faut que nous continuions à nous parler entre nous, même quand on n'est pas d'accord. Et malgré les cris d'orfraie des antifas et autres fous furieux, fanatiques... Parce que justement, littéralement fascistes, les antifas sont fascistes. Vous êtes menacé par les antifas. Sans arrêt. Ils me menacent et ils me poursuivent. C'est extravagant, parce que moi, je suis antifasciste. Tout ce que je fais, vraiment, de toute ma vie, enfin depuis 17 ans, pas avant, parce qu'avant, je n'étais pas politisé, mais depuis 17 ans, absolument tout ce que je fais, tout ce que je lis, milliers de livres, sert à étayer une pensée qui va empêcher toute forme de domination, toute forme d'arbitraire. Donc c'est le fascisme au sens large. Le fascisme, c'est le fascisme à la papa, c'est une forme de domination arbitraire, mais il y en a bien d'autres qui vont venir. La forme radicale de démocratie vraie à laquelle je pense, et à ces conditions d'advenue, c'est-à-dire un processus constituant populaire permanent, c'est très profondément antifasciste. C'est-à-dire que c'est de façon, comment dire, conséquente. Vous voyez, je suis antifasciste, mais conséquent. C'est-à-dire que je ne vais pas devenir moi-même dominant pour l'imposer. Je cherche à convaincre de l'utilité de la résistance à la domination et des modalités.